Monsieur, qu'est-ce que vous faites assis ici? Qu'est-ce qu'il y a dans l'étui? J'attends ma femme. À votre avis, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes aveugle? C'est un étui de guitare. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouvrez-le tout de suite, sinon vous allez être arrêté. Vous êtes sérieux? C'est une guitare! L'agent de sécurité de l'hôpital, Michael Brennan, remarqua un homme français noir assis dans le hall avec un étui de guitare à ses pieds, et sans avoir observé le moindre comportement menaçant ni essayé de lui parler, Brennan appela le 911 et signala un individu suspect avec une arme potentielle. Parce que, dans son esprit, un homme français noir avec un grand étui dans le hall d'un hôpital ne pouvait être qu'une menace. Lorsque les agents Patrick Doyle et Matthew Rollins arrivèrent, ils confrontèrent l'homme français noir, Victor Ellison, et lui ordonnèrent d'ouvrir immédiatement l'étui ou de faire face à une arrestation pour obstruction et refus de coopérer à une enquête légale. Ce que l'agent de sécurité Brennan et les policiers intervenants ignoraient, c'est que Victor Ellison était un musicien professionnel qui avait joué sur des albums nommés aux Grammy Awards, que l'étui contenait une guitare Martin Vantage d'une valeur de 12 000 $ qu'il venait juste de récupérer chez un luthier, et que l'appel motivé par des préjugés raciaux de Brennan, ainsi que la réaction agressive des policiers, déclencherait une action en justice qui coûterait près d'1 million de dollars à l'hôpital et à la ville. Avant d'aller plus loin, de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? Dites-le dans les commentaires. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez qu'un homme français noir devrait pouvoir s'asseoir dans le hall d'un hôpital avec un étui de guitare sans que la police soit appelée, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Le Memorial Hospital, un jeudi après-midi de mi-avril, ressemblait exactement à ce à quoi ressemblent toujours les halls d'hôpital. Des gens assis sur des chaises en attendant leur rendez-vous. Des visiteurs qui s'enregistraient à l'accueil. Des membres du personnel en tenue médicale circulant entre les services avec des bloc-notes et des tablettes. Le son des téléphones à la réception. Le bourdonnement sourd des conversations. Les annonces occasionnelles diffusées par le système audio appelant des médecins à différents étages. C'était animé sans être chaotique, routinier sans être silencieux, et personne dans ce hall ne faisait quoi que ce soit qui aurait pu faire sentir à une personne raisonnable qu'elle n'était pas en sécurité. Victor Ellison était assis sur une chaise près du mur est du hall, avec son téléphone dans une main et un étui de guitare posé à la verticale au sol entre ses pieds. Il avait 42 ans, était guitariste et musicien de studio professionnel et avait passé les 20 dernières années à jouer sur des albums d'artistes dont les gens reconnaîtraient les noms, à travailler dans des studios répartis sur 3 États et à se bâtir une réputation de musicien que l'on appelait quand on avait besoin d'un guitariste capable de jouer n'importe quoi, du jazz au blues en passant par le classique sans avoir besoin de plus d'une prise. Il portait un jean foncé, une chemise boutonnée aux manches retroussées et des chaussures en cuir propre, bien entretenues, malgré le fait qu'elles avaient déjà bien vécu. Ses cheveux étaient soignés, son apparence professionnelle, et il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un musicien actif qui avait quelque part où être plus tard et faisait simplement passer le temps en attendant. Il était assis sur cette chaise depuis environ 25 minutes, et il était là parce que sa femme, Angela, avait un rendez-vous de suivi avec son cardiologue au 3e étage. Le rendez-vous prenait un peu plus de temps que prévu, ce qui n'avait rien d'inhabituel pour un rendez-vous en cardiologie. Alors, Victor lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il l'attendait dans le hall. Il avait sa guitare avec lui parce qu'il venait tout juste de la récupérer chez un luthier, qui avait passé 3 semaines à restaurer une Martin D 28 Vantage de 1968 que Victor avait acheté lors d'une vente de succession 2 ans plus tôt. La guitare valait maintenant environ 12 000 $ depuis que la restauration était terminée. Et Victor n'allait certainement pas la laisser dans sa voiture sur le parking de l'hôpital pendant qu'il attendait. Il faisait défiler ses emails, répondit à un message d'un producteur qui lui demandait s'il était disponible pour une session la semaine suivante, puis regarda l'heure. Le rendez-vous d'Angela devrait se terminer dans les 10 prochaines minutes. Il rangea son téléphone dans sa poche
et observa le hall, regardant les gens entrer et sortir sans penser à grand-chose en particulier. C'est à ce moment-là que Michael Brennan passa devant lui. Brennan avait 48 ans et travaillait comme agent de sécurité au Memorial Hospital depuis 6 ans. Il portait un uniforme avec un badge, une radio accrochée à sa ceinture et une expression qui donnait l'impression qu'il prenait son travail très au sérieux. Au cours de ces 6 années, Brennan s'était forgé parmi le personnel de l'hôpital une réputation d'homme excessivement vigilant, ce que certains trouvaient rassurant et d'autres trouvaient inconfortable. Il avait déjà fait l'objet de 3 plaintes officielles déposées par des visiteurs noirs de l'hôpital. Toutes affirmaient qu'il les avait suivis dans le bâtiment, interrogés sur la raison de leur présence ou traités avec suspicion, alors qu'ils ne faisaient autre que rendre visite à des proches ou attendre un rendez-vous. Les 3 plaintes avaient été déposées auprès de l'administration de l'hôpital, mentionnées dans son dossier personnel, et traitées par de simples avertissements verbaux, n'ayant entraîné aucune véritable mesure disciplinaire. Brennan traversa le hall lors de sa ronde habituelle et ses yeux se posèrent sur Victor, assis sur sa chaise avec l'étui de guitare à ses pieds. Il ralentit, puis s'arrêta à environ 4,50 mètres, près d'une colonne d'où il pouvait observer Victor sans se trouver directement dans son champ de vision. Brennan fixa Victor pendant 2 minutes entières, le regardant faire défiler son téléphone, le regardant ajuster légèrement l'étui pour qu'il ne gêne pas le passage, le regardant ne rien faire qui puisse être considéré comme menaçant ou suspect. Mais dans l'esprit de Brennan, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce que Brennan voyait, c'était un homme français noir, assis dans le hall d'un hôpital, avec un grand étui, et son cerveau complétait le reste avec des suppositions qui n'avaient pas rien à voir avec des preuves, et tout à voir avec des préjugés. Un homme français noir avec un étui de cette taille pouvait transporter n'importe quoi. Une arme, de la drogue, quelque chose de dangereux. Et même si Victor était assis calmement, habillé de façon professionnelle, et ne faisait rien de plus inquiétant que regarder son téléphone, Brennan avait déjà décidé ce qu'il regardait. Brennan s'éloigna de la colonne et alla directement au bureau de sécurité, au premier étage. Il s'assit au bureau, prit le téléphone et composa le 911. Le standard répondit « 911, quelle est votre urgence ?» La voix de Brennan était calme, mais teintée d'une urgence calculée destinée à faire en sorte que l'opératrice le prenne au sérieux. « Ici Michael Brennan, sécurité du Memorial Hospital. J'ai un individu suspect dans le hall principal. Homme français noir, milieu de quarantaine, assis seul avec un grand étui. L'étui pourrait contenir une arme. J'ai besoin d'agents ici immédiatement. » La voix de l'opératrice revint avec une série de questions standards. L'individu a-t-il proféré des menaces ou montré une arme? Non, mais cela fait un moment qu'il est assis là à observer les gens. Je ne le reconnais pas et l'étui est assez grand pour contenir quelque chose de dangereux. J'ai besoin d'agents ici pour vérifier. Avez-vous observé d'autres comportements menaçants? Brennan hésita une seconde parce que la réponse honnête était non. Victor n'avait rien fait, mais Brennan avait déjà passé l'appel, et reculer maintenant le ferait passer pour quelqu'un qui avait exagéré. Il agit de manière suspecte, il est juste assis là. Je pense que vous devriez envoyer quelqu'un. L'opératrice confirma l'adresse et informa Brennan que des agents étaient en route. Brennan raccrocha et retourna dans le hall, se positionnant de façon à garder un œil sur Victor en attendant l'arrivée de la police. Victor n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Il était toujours assis sur sa chaise, toujours en train de regarder son téléphone, toujours en train d'attendre qu'Angela termine son rendez-vous. Il leva une fois les yeux et vit Brennan debout près de l'entrée, en train de le fixer. Il trouva cela un peu étrange qu'un agent de sécurité le regarde ainsi, mais n'y pensa pas plus que ça. Les agents de sécurité observent les gens. C'était leur travail. 7 minutes plus tard, 2 policiers franchirent l'entrée principale de l'hôpital. Les agents Patrick Doyle et Matthew Rollins étaient tous deux en uniforme, tous deux chargés du poids de leur ceinturon d'équipement, et tous deux marchaient avec ce pas déterminé qui fait que les gens se retournent dans un hall pour regarder.
Doyle avait 35 ans et 8 ans de service, et Rollins en avait 29 avec 4 ans d'expérience. Il répondait à un appel concernant une personne suspecte avec une arme potentielle, et l'opératrice leur avait dit que l'agent de sécurité de l'hôpital pensait que l'individu pouvait être armé. Brennan les rejoignit près de l'entrée et désigna Victor de l'autre côté du hall. « C'est lui, avec l'étui. Ça fait environ une demi-heure qu'il est assis là. Je pense qu'il pourrait y avoir une arme dedans. » Doyle regarda à travers le hall en direction de Victor, toujours assis sur sa chaise, regardant son téléphone, complètement inconscient qu'on parlait de lui. La main de Doyle se posa instinctivement près de son arme de service, et Rollins fit la même chose. Ils traversèrent le hall ensemble, les yeux fixés sur Victor et sur l'étui de guitare à ses pieds. Victor releva les yeux en voyant 2 policiers en uniforme marcher droit vers lui, et son estomac se noua légèrement, parce qu'il savait par expérience que lorsque la police s'approchait d'un homme noir avec ce genre d'intensité, ce n'était généralement pas pour avoir une conversation amicale. Les policiers s'arrêtèrent juste devant lui, et Doyle parla le premier, d'une voix forte et autoritaire. « Monsieur, nous avons besoin que vous ouvriez cet étui immédiatement. » Victor leva les yeux vers les 2 agents, la confusion et la prudence se mêlant sur son visage. « Pardon, de quoi s'agit-il » Rollins s'approcha un peu plus, sa main toujours proche de son arme. « Nous avons reçu un signalement concernant un individu suspect avec une arme potentielle. Ouvrez l'étui et montrez-nous ce qu'il y a à l'intérieur. » La voix de Victor resta calme, mais on y percevait une pointe de frustration. « C'est une guitare. J'attends ma femme. Elle a un rendez-vous à l'étage. Pourquoi me traitez-vous comme si j'avais fait quelque chose de mal ?» Le ton de Doyle se fit plus sec. « Monsieur, nous n'allons pas vous le redemander. Ouvrez l'étui maintenant ou vous serez arrêté pour obstruction et refus de coopérer à une enquête légale. » Victor fixa les 2 officiers pendant un instant, et la réalité de ce qui se passait s'abattit sur lui avec un poids qu'il avait déjà ressenti auparavant sans jamais pouvoir s'y habituer. Il était traité comme un criminel pour avoir été assis dans le hall d'un hôpital avec un étui de guitare. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, non pas parce qu'il avait menacé qui que ce soit, mais parce que quelqu'un l'avait regardé et avait décidé qu'il était une menace. Il se baissa, déverrouilla l'étui et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une magnifique Martin D 28 Vantage acoustique, le bois poli jusqu'à une profonde teinte ambrée, les cordes fraîchement remplacées, le savoir-faire évident pour quiconque connaissait les instruments. Doyle et Rollins regardèrent tous les 2 la guitare. La main de Rollins s'éloigna de son arme. L'expression de Doyle, elle, ne changea pas. Victor releva les yeux vers eux. « C'est une guitare, comme je vous l'ai dit. Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la police a été appelée contre moi ? Alors que j'étais assis dans le hall d'un hôpital ?» Michael Brennan, qui se tenait à quelques mètres et avait observé toute la scène, s'avança. Sa voix ne contenait ni excuse, ni reconnaissance qu'il ait pu commettre une erreur. « Je faisais simplement mon travail. Vous aviez l'air suspect. On n'est jamais trop prudent de nos jours. » La voix de Victor était basse, mais dure. « Suspect ? J'étais assis avec un étui de guitare. Qu'y avait-il exactement de suspect dans cela ?» Brennan croisa les bras. « Vous étiez juste assis là depuis un long moment. Je ne vous reconnaissais pas. » Et à cet instant, Victor Ellison comprit exactement ce qui venait de se produire. Il avait été victime de profilage racial. La police avait été appelée. On l'avait menacé d'arrestation. Tout cela parce qu'un agent de sécurité avait vu un homme français noir avec un étui et n'avait pas été capable d'imaginer un seul scénario où cela ne représentait pas une menace. Victor sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Je veux tous vos noms et vos numéros de badge, parce que c'est de la discrimination et je ne vais pas laisser passer ça. » Victor Ellison leva son téléphone et le garda pointé sur Michael Brennan, sur les agents Patrick Doyle et Matthew Rollins, et sur l'étui de guitare toujours ouvert à ses pieds, montrant exactement ce qu'il avait dit qu'il contenait depuis le début. Sa voix était calme
mais portait un poids qui rendait clair qu'il n'allait pas laisser ce moment passer sans le documenter. Je veux tous vos noms et vos numéros de badge. Tous, sans exception. Parce que ce qui vient de se passer ici est du profilage racial, et je vais déposer plainte. Brennan recula légèrement, les bras toujours croisés, l'expression sur la défensive. Je faisais mon travail. Les protocoles de sécurité exigent que je signale tout ce qui est suspect. Les yeux de Victor restèrent verrouillés sur lui. Qu'est-ce qui était suspect? Dites-moi exactement ce que j'ai fait de suspect. Brennan hésita une seconde, et quand il reprit la parole, sa voix avait perdu un peu de son assurance. Vous étiez assis là, avec un grand étui pendant longtemps. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je ne vous reconnaissais pas. La voix de Victor se fit plus basse, mais d'une certaine façon encore plus ferme. Donc, parce que vous ne me reconnaissiez pas, et parce que j'avais un étui de guitare, vous avez appelé le 911 et dit que j'avais peut-être une arme. C'est ça, votre justification? Brennan ne répondit pas. L'agent Doyle s'avança, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Monsieur, nous répondions à un appel. Quand un agent de sécurité signale une menace potentielle, nous devons enquêter. Vous pouvez le comprendre. Victor regarda Doyle et secoua lentement la tête. Non, je ne peux pas le comprendre, parce que je n'étais pas une menace. J'étais assis sur une chaise. Je ne dérangeais personne. Je n'agissais pas de manière erratique. Je ne faisais rien qu'une personne raisonnable aurait pu qualifier de menaçant. Et vous êtes ici venu gentil pour me dire que je serais arrêté si je n'ouvrais pas mon étui de guitare. Ce n'est pas une enquête, c'est de l'intimidation. Rollins essaya d'intervenir, d'un ton légèrement plus doux que celui de Doyle. Nous suivions simplement la procédure. Une fois que nous avons vu que c'était une guitare, nous... Vous quoi? L'interrompit Victor. Vous vous êtes excusé? Vous avez reconnu que peut-être appeler la police sur un homme assis tranquillement dans un hôpital était une réaction excessive. Non. Votre agent de sécurité, juste là, vient de redoubler d'aplomb et de dire qu'il faisait son travail. D'autres personnes dans le hall avaient cessé leurs activités et regardaient maintenant la scène. Une femme blanche âgée, assise à 3 chaises de là, prit la parole, la voix tremblante de colère. Cela fait plus longtemps que lui que je suis assise ici. Personne n'a appelé la police contre moi. Personne ne m'a demandé d'ouvrir mon sac. Un jeune homme près de l'entrée ajouta « J'ai un sac à dos. Personne ne m'a demandé de montrer ce qu'il y avait dedans. » Une autre visiteuse, une femme noire d'âge mûr, se leva de sa chaise et s'approcha. C'est exactement de cela qu'on parle. Cet homme était assis ici, tranquillement, et quelqu'un a vu un homme français noir avec un étui et a décidé qu'il devait être dangereux. C'est du profilage, c'est de la discrimination. Le visage de Brennan commençait à rougir, et sa voix redevint défensive. Je traite tout le monde pareil, la couleur des gens m'est égale. J'ai vu quelque chose qui me paraissait anormal, alors je l'ai signalé. C'est mon travail. La voix de Victor fendit la pièce. Si vous traitez tout le monde pareil, alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé ce qu'il y avait dans l'étui avant d'appeler le 911? Pourquoi n'avez-vous pas eu une conversation avec moi? Pourquoi votre premier réflexe a-t-il été d'appeler la police et de dire que j'avais peut-être une arme? Brennan n'avait aucune réponse à cela. Une superviseure de l'hôpital, qui travaillait à l'accueil, entendit les voix monter et s'approcha pour voir ce qui se passait. Son badge l'identifiait comme Karen Mitchell. Et quand elle vit l'étui de guitare ouvert, les 2 policiers et le petit attroupement de personnes en train de regarder, son expression passa immédiatement à l'inquiétude. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en regardant Brennan et les policiers. Doyle commença à expliquer, mais Victor parla le premier. « Votre agent de sécurité m'a ciblé racialement. Il a appelé la police et a dit que j'avais peut-être une arme. Cela fait 1 demi-heure que je suis assis ici à attendre ma femme, et la seule chose que j'ai faite de mal, c'est d'exister en tant que Français noir avec un étui de guitare. » Karen regarda Brennan. « Michael, est-ce vrai? C'est vous qui avez appelé la police? » Brennan acquiesça. « Je l'ai vu assis avec l'étui. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai pensé qu'il valait mieux. » « Mieux pour qui? »
lança Victor, la voix montant légèrement. Vous ne vous sentiez pas en sécurité parce qu'un homme français noir était assis dans le hall d'un hôpital. C'est ça, le problème. C'est exactement le problème. Karen regarda l'étui de guitare, puis Victor, et la réalité de ce qui venait de se passer se lisait clairement sur son visage. Elle savait que c'était grave. Elle savait que l'hôpital venait de commettre une erreur sérieuse. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Cela n'aurait pas dû arriver. Pouvons-nous en parler en privé ?» Victor secoua la tête. « Non, nous n'allons pas faire cela en privé. Vous voulez parler ? Nous parlons ici même, parce que je veux que tout le monde dans ce hall entende ce que je vais dire. » Il regarda Brennan, puis les policiers, puis Karen. « Je suis musicien professionnel. J'ai joué sur des albums nommés aux Grammy Awards. J'ai travaillé avec des artistes que vous avez entendus à la radio. Cette guitare, dans cet étui, vaut plus que votre salaire mensuel, et vous m'avez traité comme un criminel. » Il marqua une pause et, quand il reprit, sa voix était stable et glaciale. « Je dépose une plainte officielle. Je demande toutes les images de sécurité de ce hall. Je contacte mon avocat et je vais m'assurer que ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne soit pas enterré. » Karen essaya de répondre, mais Victor n'avait pas terminé. « Vous pouvez vous excuser autant que vous voulez, mais des excuses ne changent pas le fait que j'étais assis ici paisiblement et qu'on a appelé la police contre moi. Des excuses ne changent pas le fait qu'on m'a menacé de m'arrêter parce que je n'ai pas ouvert mon étui de guitare assez vite. Et les excuses ne changent certainement pas le fait que cela arrive à des Noirs tous les jours, dans des endroits exactement comme celui-ci, et que la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de se battre. À cet instant, les portes de l'ascenseur au fond du hall s'ouvrirent et Angela Ellison en sortit. Elle vit Victor debout, téléphone à la main, vit les deux policiers, vit la foule de gens en train de regarder, et son visage passa de la confusion à la colère en environ 2 secondes. Elle traversa rapidement le hall. « Victor, qu'est-ce qui se passe ?» Victor se tourna vers elle et son expression s'adoucit légèrement. « Ils ont appelé la police contre moi parce que j'étais assise ici avec ma guitare. » Angela regarda Brennan puis les policiers et sa voix sortit, tranchante et furieuse. « Vous avez fait quoi ?» Et la situation, déjà tendue, était sur le point de devenir bien pire pour toutes les personnes impliquées. Angela Ellison se tenait au milieu du hall de l'hôpital, les mains sur les hanches, les yeux passant de Michael Brennan aux agents Patrick Doyle et Matthew Rollins, puis à la superviseure Karen Mitchell. Et la fureur qui se lisait sur son visage rendait très clair qu'elle n'avait aucun intérêt pour des excuses ou des justifications. Elle venait de terminer un rendez-vous de cardiologie de 2 heures et s'attendait en descendant à retrouver son mari en train de l'attendre paisiblement, pas debout face à des policiers sous le regard d'une foule de témoins. Quelqu'un a intérêt à m'expliquer tout de suite pourquoi mon mari a été menacé d'arrestation pour avoir été assis dans le hall d'un hôpital. Karen tenta d'intervenir la première, la voix prudente et diplomatique. « Madame, il y a eu un malentendu. Notre agent de sécurité a vu votre mari avec un grand étui et a appelé la police par précaution. Nous sommes vraiment désolés pour tout. » Angela la coupa immédiatement. « Un malentendu ? Il était assis ici avec sa guitare. Ce n'est pas un malentendu, c'est du profilage racial. » Brennan tenta de se défendre encore une fois, la voix plus forte. « Je ne savais pas que c'était une guitare. L'étui était grand. J'étais préoccupé par la sécurité publique. » Angela se tourna vers lui et sa voix devint froide et précise. « La sécurité publique ? Mon mari est musicien professionnel. Il joue de la guitare depuis 25 ans. Il a travaillé sur des albums nommés aux Grammy Awards. Il attendait simplement que je finisse mon rendez-vous. Et vous avez décidé qu'il représentait une menace parce que vous n'arriviez pas à imaginer qu'un homme français noir, avec un étui de Axe, guitare puisse faire autre chose que transporter une arme. » Elle sortit son propre téléphone et ouvrit un site internet. « Vous voulez savoir qui était mon mari ? Laissez-moi vous montrer. » Elle leva l'écran et l'on y voyait le site professionnel de Victor, sa discographie, ses crédits, des photos de lui dans des studios d'enregistrement
avec des artistes dont chaque personne dans ce hall reconnaîtrait le nom, et une liste des albums sur lesquels il avait joué au cours des 2 dernières décennies. Il a joué avec John Legend, il a joué avec Alicia Keys, il a travaillé comme musicien de studio pour de grands labels. Cette guitare dans cet étui vaut plus que votre salaire mensuel et vous l'avez traité comme un criminel. Karen regarda l'écran du téléphone et son visage pâlit. Doyle et Rollins échangèrent un regard. Tous deux commençaient à comprendre à quel point cette situation avait dégénéré. Victor prit la parole, sa voix calme, mais chargée d'un poids qui fit taire tout le monde. « Je veux les images de sécurité de ce hall, toutes, depuis le moment où je suis entré jusqu'à maintenant. Je veux l'enregistrement du 911 que votre agent de sécurité a passé. Je veux l'enregistrement du dispatch. Je veux que tout soit documenté et préservé. » Karen acquiesça rapidement. « Bien sûr, nous ferons en sorte que vous ayez accès à tout cela. Je veux aussi le dossier personnel de Michael Brennan, parce que je suis prêt à parier que ce n'est pas la première fois qu'il cible quelqu'un de cette manière. » Karen hésita, et cette hésitation dit à Victor tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Il y a eu d'autres plaintes, n'est-ce pas ?» dit Victor d'une voix plus basse. « D'autres personnes traitées comme je viens de l'être. D'autres visiteurs noirs suivis, interrogés. D'autres qu'on a fait sentir qu'ils n'avaient pas leur place ici. » Karen ne répondit pas, mais son expression confirma tout. Angela ressortit son téléphone et passa un appel. Il sonna 2 fois avant qu'on ne décroche. « Marcus, c'est Angela. J'ai besoin que tu nous rejoignes au Memorial Hospital. Victor a été victime de profilage racial par la sécurité et la police a été appelée contre lui. Nous avons besoin d'un avocat maintenant. » Elle resta encore 1 minute au téléphone à donner des détails. Puis, quand elle raccrocha, elle regarda Karen. « Notre avocat est en route. Il sera ici dans 20 minutes. Et quand il arrivera, nous allons commencer à parler d'un procès. » La voix de Karen tremblait. « S'il vous plaît, n'aggravons pas cela. Nous pouvons résoudre la situation en interne. » Angela répondit sèchement. « Résoudre cela en interne ? Votre sécurité a fait menacer mon mari d'arrestation parce qu'il était assis dans votre hall. Vous ne pouvez pas résoudre cela en interne. C'est une violation des droits civiques. » Victor ouvrit sur son téléphone l'enregistrement qu'il avait fait et lança la lecture. La voix de Brennan y résonna clairement. « Je faisais juste mon travail. Vous avez l'air suspect. » Puis la réponse de Victor. « Qu'y avait-il de suspect au fait que j'étais assis avec un étui de guitare ?» Et la réponse de Brennan. « Vous étiez juste assis là depuis un moment. Je ne vous reconnaissais pas. » Victor stoppa l'enregistrement et le regarda, puis regarda Karen. « Voilà du profilage racial documenté sur bande, et je vais m'assurer que tout le monde l'entende. » Dès le soir même, l'histoire commençait déjà à se répandre. L'avocat de Victor, Marcus Reed, arriva à l'hôpital en moins de 30 minutes et demanda immédiatement toutes les images de sécurité, l'enregistrement du 911 et le dossier personnel de Michael Brennan. L'équipe juridique de l'hôpital, comprenant à quel point la situation était grave, lança sa propre enquête interne. Ce qu'elle découvrit rendit l'affaire infiniment plus grave. Michael Brennan avait déjà fait l'objet de 3 plaintes officielles en 6 ans au Memorial Hospital. Les 3 provenaient de visiteurs noirs. La première, déposée 2 ans plus tôt, venait d'un médecin noir travaillant dans un autre hôpital et venu rendre visite à un collègue. Brennan l'avait suivi dans le bâtiment et avait exigé de voir ses identifiants, refusant de croire qu'il était médecin. La deuxième plainte venait d'une femme noire venue voir sa mère en soins intensifs. Brennan l'avait interrogée sur la raison de sa présence et lui avait demandé une pièce d'identité, alors même que les politiques de visite ne l'exigeaient pas. La troisième plainte venait d'un homme noir assis dans le hall, en attendant que son fils termine une séance de kinésithérapie. Brennan l'avait observé pendant 15 minutes avant de venir lui demander ce qu'il faisait là. Les 3 plaintes avaient été déposées. Les 3 avaient été ajoutées au dossier personnel de Brennan. Et les 3 avaient été balayés d'un avertissement verbal sans véritable mesure disciplinaire.
L'hôpital possédait donc des preuves documentées d'un schéma de comportement, et il n'avait rien fait. Lorsque l'avocat de Victor reçut le dossier personnel et vit la répétition des plaintes, il comprit immédiatement que cette affaire serait bien plus importante qu'un incident isolé. Il s'agissait d'un problème systémique, d'un hôpital qui avait laissé un agent de sécurité pratiquer le profilage racial sur des visiteurs pendant des années. Et il avait fallu qu'un incident touche un musicien professionnel disposant de ressources et d'une visibilité pour enfin forcer la reddition de comptes. Victor et Angela étaient assis dans le bureau de Marcus Reed 2 jours plus tard, et Marcus leur exposa ce qu'il avait trouvé. Il savait. L'hôpital savait que Brennan avait un schéma de comportement. Ils l'ont documenté et ils l'ont laissé continuer à travailler. C'est de la négligence, c'est de l'indifférence délibérée, et cela va leur coûter cher. Marcus regarda Victor. « Nous déposons une plainte fédérale. Discrimination raciale, violation de vos droits civiques, détresse émotionnelle. Et nous demandons 920 $000 de dommages et intérêts. » Victor acquiesça. « Faites-le. » L'action intentée par Victor Ellison contre Memorial Hospital et l'agent de sécurité Michael Brennan avança dans le système judiciaire à une vitesse qui reflétait à quel point la position de l'hôpital était indéfendable. Les preuves étaient accablantes et incontestables. Les caméras de sécurité montraient Victor assis paisiblement dans le hall pendant 25 minutes avant que Brennan ne passe l'appel au 911. L'enregistrement du dispatch capturait Brennan, décrivant Victor comme suspect pour la seule raison qu'il était un homme français noir avec un étui. Les propres dossiers personnels de l'hôpital documentaient 3 plaintes précédentes contre Brennan, toutes émanant de visiteurs noirs, toutes décrivant le même schéma de suspicion et de profilage. Les avocats de l'hôpital examinèrent les éléments et firent le calcul qu'aucun jury ne se rangerait de leur côté. Un musicien professionnel connu, victime de profilage racial alors qu'il attendait sa femme. Un agent de sécurité avec un historique documenté de plaintes ignorées. Des vidéos montrant un homme ne faisant rien d'autre que rester assis en silence avant que la police soit appelée. L'affaire était le rêve d'un avocat en droit civique et le cauchemar d'un défendeur. Le Memorial Hospital régla l'affaire pour 920 000 $ en moins de 8 mois. Le règlement comprenait non seulement une compensation financière, mais aussi une longue liste de loisirs. Réformes exigées par l'avocat de Victor. L'hôpital devait licencier immédiatement Michael Brennan, mettre en place une formation obligatoire sur les préjugés pour tout le personnel de sécurité, créer un processus d'examen indépendant pour toute plainte impliquant du profilage racial, installer des protocoles écrits clairs stipulant que la sécurité ne pouvait pas appeler la police sur des visiteurs sans comportement menaçant documenté, et mener des audits trimestriels des rapports d'incidents de sécurité afin d'identifier les schémas d'application discriminatoires. Michael Brennan fut licencié 3 semaines après l'incident. Il avait 48 ans, 6 ans d'expérience dans la sécurité hospitalière, et son licenciement reposait sur le profilage racial, le dépôt d'un faux signalement à la police et la démonstration d'un schéma de conduite discriminatoire que l'hôpital avait documenté mais n'avait pas corrigé. Il fit appel de son licenciement et son recours fut rejeté. Aucun autre hôpital de la région ne voulut l'embaucher une fois que les vérifications d'antécédents eurent révélé la raison de son renvoi. Il finit par trouver un emploi de nuit comme agent de sécurité dans un centre commercial pour un salaire réduit de moitié par rapport à ce qu'il gagnait à l'hôpital. Et son nom resta définitivement lié à l'affaire, qui fut couverte par les médias locaux et nationaux. Les agents Patrick Doyle et Matthew Rollins ne furent pas sanctionnés par leur département, car ils répondaient à un appel et n'avaient aucun moyen de savoir que le signalement de l'agent de sécurité reposait entièrement sur un biais racial. Toutefois, l'incident devint un exemple central dans la nouvelle formation du département sur la manière de répondre aux appels concernant des personnes suspectes. Les policiers devaient désormais évaluer la situation de manière indépendante au lieu d'agir simplement sur la caractérisation donnée par l'appelant
poser des questions de clarification avant de faire des exigences, et comprendre que menacer d'arrestation une personne pour avoir affirmé ses droits constitutionnels violait la politique du département et la loi. L'affaire eut aussi un effet d'entraînement au-delà du Memorial Hospital. 3 autres hôpitaux de la ville menèrent leurs propres examens internes des dossiers de plaintes contre la sécurité et découvrirent des schémas similaires de plaintes ignorées impliquant des visiteurs noirs et latino-américains. 2 autres agents de sécurité avec des historiques de plaintes furent licenciés. Les systèmes hospitaliers de toute la région mirent à jour leurs protocoles de sécurité et leurs programmes de formation, en utilisant l'affaire Victor comme exemple d'avertissement de ce qui arrive lorsque des schémas de préjugés sont documentés mais non traités. Victor utilisa une partie du règlement pour créer un fonds d'éducation musicale fournissant instruments et cours à des jeunes défavorisés issus de communautés sous-dotées. Il poursuivit sa carrière couronnée de succès comme musicien de studio et devint un porte-parole actif contre le profilage racial dans les espaces publics. Il donna des interviews, prit la parole lors de conférences et raconta son histoire pour montrer comment les biais raciaux fonctionnent, même dans des lieux comme les hôpitaux, où les gens sont censés se sentir en sécurité. La Martin Vintage, qui se trouvait au cœur de l'incident, resta l'une des possessions les plus précieuses de Victor. Il en joua lors de plusieurs sessions d'enregistrement importantes après le règlement de l'affaire. Et il racontait parfois l'histoire de cette guitare que l'on avait prise pour une arme parce qu'un agent de sécurité ne pouvait pas imaginer qu'un homme français noir, dans le hall d'un hôpital, puisse être autre chose qu'une menace. 5 ans plus tard, le Memorial Hospital n'a connu aucun autre incident de profilage racial commis par son personnel de sécurité. Les réformes mises en place dans le cadre du règlement sont toujours en vigueur, et le comité d'examen indépendant a traité des dizaines de plaintes avec transparence et responsabilité. Michael Brennan travaille toujours de nuit dans un centre commercial et son nom reste le premier résultat lorsqu'on cherche des exemples de profilage racial dans les établissements de santé. Les images de sécurité montrant Victor assis paisiblement avec son étui de guitare, suivi de l'approche agressive de la police, sont désormais utilisées dans des programmes de formation à travers tout le pays comme démonstration claire de la manière dont un biais racial peut transformer une situation inoffensive en violation des droits civiques. L'appel au 911, où Brennan décrit Victor comme suspect parce qu'il est assis avec un étui, est diffusé dans des ateliers sur les biais implicites pour montrer comment des suppositions fondées sur la race peuvent mener à des interventions policières qui n'ont aucun fondement dans une menace réelle. La leçon a été coûteuse, publique et permanente. Un étui de guitare n'est pas une arme. Être assis dans le hall d'un hôpital en étant français noir n'est pas suspect. Et les institutions qui documentent des schémas de discrimination sans agir en paieront le prix en procès, en réforme et en réputation à reconstruire pendant des années. Victor Ellison n'a jamais reçu d'excuses de Michael Brennan, mais il a obtenu quelque chose de plus important, la responsabilité, la réforme et un règlement de 922 000 $ qui a envoyé un message à chaque hôpital, à chaque société de sécurité et à chaque personne en position d'autorité. Le profilage racial a des conséquences, et ces conséquences coûtent cher. Si vous pensez qu'un musicien professionnel devrait pouvoir s'asseoir dans le hall d'un hôpital sans que la police soit appelée contre lui, partagez cette histoire. Quelles réformes pensez-vous que les hôpitaux doivent adopter pour empêcher les agents de sécurité de cibler les visiteurs? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si cela vous a rappelé qu'un étui de guitare n'est pas une arme et qu'être assis en paix n'est pas un crime, abonnez-vous. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque personne ne pourra pas exister dans les espaces publics sans être traitée comme une menace à cause de la couleur de sa peau.